Bonjour à tous. Eh bien, bienvenue à ce Café Synapse. Bienvenue pour cette pause d'après-déjeuner. Et aujourd'hui, de quoi on parle déjà? Je me souviens plus. Ah oui, euh, phase publique. Phase publique. Voilà, phase publique, c'est ça. Donc en fait, on a deux spécialistes, deux personnes qui sont très très fortes pour se mettre face au public. C'est Laure Roussel. Bonjour Salut à Laure. tous. Laure a une grande expérience de la scène. Tu veux nous en parler un petit peu avant que notre prochain invité arrive? Déjà, je veux bien en parler, ou on va le faire tous ensemble. Plus on est de fous, plus on rit. La scène, c'est aussi Bon, prendre allez. parole, c'est surtout écouter les autres. Et notre deuxième expert aujourd'hui, c'est Joël Dio. Joël, bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Salut Joël. Bon, alors aujourd'hui, donc, on a cette présentation sur face publique. Et en fait, pourquoi on a eu cette idée de vous parler de comment se positionner face publique. Alors, peut-être que certains d'entre vous n'ont pas vraiment l'objectif de faire un one-man show cette année, mais en fait, nous, Si. ce qu'on se dit, c'est que, ouais, toi, oui, non, mais je parlais pas à vous deux, je parlais au public. Euh, En fait, toute notre vie, on est face publique. Et il y a un sondage qui avait été fait il y a quelques années aux États-Unis qui plaçait la peur de parler en public, peur numéro un des Américains, avant même la peur de mourir. Et je rencontre souvent des gens dans nos formations à l'idée de se retrouver devant du public, devant des gens, euh, sont un petit peu stressés. Moi-même, quand j'ai commencé certains métiers ou dans certaines situations particulières, ben, je me suis retrouvé avec un début de perte de moyens à un certain moment. Donc, il a fallu réagir, trouver des solutions. Et vous avez trouvé des solutions? Vous, Euh, Laure et Joël? alors oui, oui, j'ai des solutions déjà pour pas mourir devant un public par rapport à cette histoire de statistiques. Mais c'est rigolo parce que hier, je discutais avec une amie pour qui la prise de parole en public est très très difficile et elle me disait mais moi j'ai peur de ça justement, j'ai peur de mourir si je dis une connerie, si je suis pas au bon endroit, j'ai peur d'être mal jugée et après c'est la mort. Alors moi j'ai quelques petits trucs et astuces pour descendre la peur, mais pour garder un petit peu de trac. Très souvent, j'aime bien penser à Sarah Bernard qui dit bah, le trac, ça vient avec le talent. Moi, j'ai besoin d'avoir un petit peu de trac pour rester concernée. Sinon, je m'en fous et puis je suis pas très satisfaite de ce que je fais. Mhm. Et toi, Joël? Oui, bah après les techniques, je crois qu'on peut tous en avoir à fonction des situations. En l'occurrence, moi oui, il m'arrive par moment d'avoir des moments où je monte un petit peu en température. Alors après, il suffit juste de reprendre un peu la confiance en soi, parce que je pense que c'est une bonne question de confiance aussi. Et puis après, des petites astuces, bah, se mettre dans sa bulle pendant quelques instants ou avoir de petits trucs qu'on pourra partager après, peut-être se mettre dans un personnage, avoir une tenue, avoir simplement quelques mots qui permettent de se lancer. Après, je pense que il y a pas mal de situations dans lesquelles tout se passe bien, où on est confiant, etc. Et peut-être qu'un petit changement peut amener justement une petite notion différente sur le stress qui peut se communiquer. Et du coup, je pense qu'effectivement, il y a plusieurs manières, mais il y a plusieurs aussi moments qui peuvent être différents et qui font qu'on peut avoir le stress qui soit là, ou au contraire être complètement désinhibé de la situation et pouvoir performer sans crainte aucune et sans la sienne, ou peut-être avoir peur des autres, je sais pas. Mais avant qu'on rentre dans le détail, moi, j'aimerais que vous nous disiez dans quel registre, dans quelles circonstances vous vous retrouvez face à du public, tous les deux.
Alors, moi, dans plusieurs circonstances, j'ai vu la question concernant le trac et la peur, j'y répondrai tout à l'heure, enfin dans très peu de temps. Merci pour la question. Alors moi, déjà, pendant très longtemps, je tenais des plateaux de cinéma. Historiquement, j'étais assistante réalisatrice et de ce fait, j'étais la voix pour tous les techniciens et parfois les comédiens et parfois la figuration. Donc, j'étais au centre de 50, 100, 200, 300 personnes que je devais emmener. Il m'arrive ensuite maintenant d'être formatrice chez Psynaps notamment. Donc là, j'ai à prendre la parole devant 5, 10, 20, 30, parfois, ça dépend de ce qu'on fait. Et puis, j'ai aussi une activité scénique. J'ai fait beaucoup de danse. Je suis montée sur scène dans ce cadre-là, dans le cadre du cabaret. Et maintenant, je fais du one-woman show. Donc, ça engage soit le corps, soit la voix, soit le message, ou un petit peu tout en même temps. Et toi, Joël? Alors moi, je pratique la magie ça va faire un peu plus de 20 ans. Donc, j'opère essentiellement pour les particuliers, les professionnels. Maintenant, je performe surtout en close-up, c'est-à-dire en magie de proximité. Donc, c'est vrai que je suis plus sur des nombres de personnes limités. Soit c'est du table à table, donc ça peut aller jusqu'à 10, 15 ou 20 personnes par table, sauf quand il y a vraiment des grandes longueurs. Ou sinon, après, il m'arrive aussi de faire ce qu'on appelle non pas des spectacles de scène, mais en style, on va dire, en ambiance plus feutrée, un peu comme un one show, mais un petit peu moins volumineux au niveau du nombre de personnes, avec 25, 30 personnes. Pareil, toujours au niveau magie. Et puis, effectivement, la formation qui fait que la formation, on se retrouve avec un nombre d'individus variants et parfois même des présentations qui font qu'on peut atteindre des 50, voire plus. Donc, voilà un peu le registre dans lequel je performe au niveau scénique ou prestation face publique. Alors moi, je t'ai vu, Joël, au World Congress il y a 3 ans à Paris. Il y avait bien 50 à 60, peut-être 70 personnes dans la salle. C'est vrai que Joël fait ses tours à 10 cm de nos yeux, devant nous, comme ça, et on voit rien. C'est quelque part, alors, je me souviens de la discussion qu'on avait eue, on ne se connaissait pas à l'époque, et je t'avais dit, qu'est-ce que c'est formidable ce que tu fais, et tu m'avais répondu, ah mais je me suis beaucoup entraîné pour ça. Mais je te parlais de ton talent et tu me parles de ton entraînement et en fait c'est pas la même chose. Quelque part, il y a des gens qui s'entraînent beaucoup et qui se retrouvent pas à faire ce que tu fais. Oui, mais encore une fois, j'aurais le même langage dans le sens où, pour moi, à partir du moment où je m'entraîne, c'est-à-dire je pense que j'ai une forme de capacité, et peut-être que le fait d'avoir cette capacité derrière me permet, moi, d'être droit dans ce que je fais, et donc plus assuré dans ma manière de présenter la chose. Et pour en venir à ce que tu disais, effectivement, après, il y a un truc qui est hyper intéressant en close-up et ce que j'apprécie aussi, c'est que souvent, ce que tu dis, la proximité par rapport à la personne à qui tu fais ou les personnes à qui tu le fais. Mais ce que j'adore aussi, c'est tous les regards qui sont derrière, les personnes qui vont être aussi en train de regarder ce qu'il se passe à un autre point. Et c'est pour ça qu'en fait, le close-up, comme je te dis, n'a pas lieu que uniquement sur l'endroit où je performe, mais il y a aussi tout ce que ça va générer aux alentours, donc tout le regard porté sur toi et porté aussi sur la situation. Donc ça peut avoir aussi une autre forme on pourrait dire peut-être peur par rapport à la prestation, pardon, parce que justement ce que les uns ne voient pas devant, peut-être que derrière certains pourraient voir d'autres choses. Donc ça met une position aussi où tu dois être performant, tu dois être attentif. À 360 degrés. Mais est-ce que de temps en temps, dans ta tête, il n'y a pas une image qui se construit? Est-ce que tu arrives à imaginer, par exemple, une image où tu raterais ton tour, une représentation? Est-ce que de temps en temps, il y a cette... Parce que moi, j'avais une personne qui était concertiste et qui venait pour un stress, qui venait me boire, faire des séances d'hypnose à cause d'un stress. En fait, elle rêve la nuit ou quand elle pense à son spectacle, elle arrive sur scène et il n'y a rien qui sort de son instrument. Il n'y a pas de son. Et c'est des images qui peuvent être bloquantes. Là, il y a un message dans le chat, il y a quelqu'un qui a dit moi, ce qui me bloque, c'est la peur du ridicule. Ouais, mais le ridicule ne tue pas. Mais encore une fois,
Bien sûr, ça m'est arrivé, mais je pense que ça s'acquiert aussi avec le temps. La première fois où je suis arrivé à une table où je me suis fait rembarrer, je peux dire que l'état émotionnel qui était lié à la situation, elle était assez folle. Du coup, après, qu'est-ce que j'ai mis en place comme autre stratégie? Bah, tout simplement aller sur toutes les tables avoisinantes, mettre le paquet de tout ce que je connaissais de manière à générer une envie de l'autre côté. Et quand la personne m'a dit tu peux venir, j'ai dit désolé, j'ai plus le temps. Donc, bien joué. Ben oui. Et puis tu me demandais aussi si je me trompe. Je pense que justement, bah après, même sans parler des présupposés comme quoi il n'y a pas d'erreur et du feedback, mais je pense qu'aujourd'hui, la capacité, c'est simplement de rebondir. L'erreur fait partie du jeu et quelque part, un magicien, la plupart du temps, va faire un tour et se tromper fictivement. Maintenant, il m'arrive réellement de me tromper. Ma capacité à rebondir, c'est ce qui a fait que derrière, j'ai anticipé toutes les problématiques qui pourraient subvenir, arriver, tout ce qui pourrait se passer, et j'ai un panel de connaissances qui fait que quelle que soit la situation, je ferai en sorte qu'elle soit normale, et ça c'est le petit clin d'œil à Christophe, parce que tout ce qui se passe, c'est normal, et jamais je me baisserai pour ramasser une carte parce qu'elle est tombée en disant « Oh, je me suis trompé ». Non, elle est tombée, c'est fait exprès. Donc je pense qu'anticiper les situations futurisé, etc., permet effectivement de prendre aussi du recul face à la situation, d'analyser toutes les situations qui pourraient arriver, toutes les problématiques qui pourraient faire face. Et du coup, si je suis prêt à ce qui peut arriver, bah, je n'ai pas de raison finalement d'avoir peur. Et on pourra revenir sur la question du trac et de la peur. Le trac, c'est… Laure, peut-être tu pourras en parler encore plus fortement. Ouais, mais maintenant, pourquoi on pourrait répondre à cette maintenant, question, oui. Alors, je vais donner ma définition du trac, qui est donc subjective, mais c'est comme ça que je l'exprimerai. Pour moi, le trac, il y a un petit mélange d'appréhension, de peur, mais il y a aussi de l'envie, du désir et d'excitation. On est comme ça entre des émotions qui circulent, là où la peur va être principalement dans le limitant, dans quelque chose qui est souffrant. Après, je réécoutais ce que tu disais, Joël, sur tes stratégies de réussite. Et c'est vrai que quand on parle de prise en parole en public de manière générale, souvent c'est intéressant de s'être préparé, de savoir qu'est-ce qu'on va dire et en quoi c'est important de le dire. C'est assez motivant. Et quand je t'entends dire bah oui, j'ai beaucoup travaillé, bah effectivement, tu as beaucoup travaillé, ça te permet de t'appuyer sur tes connaissances. Et quand on peut s'appuyer sur ses connaissances ou sur son discours ou son dialogue ou son envie de communiquer quelque chose, bah si effectivement il y a une erreur, une incompréhension, quelqu'un qui réagit d'une manière ou d'une autre, bah en fait on est simplement prêt à improviser, à pouvoir dire autre chose. Et donc on en est dans, à un moment donné, prendre parole en public, c'est aussi être dans une intention circulaire où on va rebondir sur une écoute de l'autre. Donc ça, moi c'est ce que je trouve passionnant quand on est en scène ou en direct, c'est-à-dire qu'en fait, on refait un pont vers le présupposé, pas d'erreur que du feedback. C'est-à-dire que c'est à un moment donné, tu te mets en scène, tu fais quelque chose, ça veut dire aussi que tu es prêt à te prendre un four. Et si jamais tu te plantes, si jamais tu dis quelque chose qui est mal entendu, pourquoi pas développer une argumentation ou simplement se remercier ou remercier l'autre, et puis pour pouvoir rebondir. Souvent, on dit the show must go on. Moi, je pense aux gens quand ils font du cirque, il y a des moments où il y a une quille qui tombe par terre, il y a quelque chose, jamais ils s'arrêtent. Ils recommencent jusqu'à ce que ce soit fonctionnel. Et effectivement, on ne meurt pas sur scène. C'était pas du cirque, mais si vous regardez la deuxième partie du Tea Time conférence sur les styles d'enseignement qui est passée hier soir, je m'en souvenais pas, j'ai regardé mais c'est quand même une conférence où je me casse la gueule d'une chaise sur un paperboard. Donc, et quelque part, je m'en souvenais plus. Et j'ai utilisé cette chute. C'est-à-dire que j'ai utilisé la méthode de Milton Erickson. Alors, ça se voyait que c'était pas exprès la chute. Hein. Là, pour le coup, j'aurais eu du mal à dire oui, ça faisait partie du scénario. Mais quelque part, il fallait l'utiliser. On en est sur, approche utilisationnelle, c'est tout est bon. C'est-à-dire que jamais battu, quoi. Quoi qu'il se passe, c'est OK. Moi, je pense que si on parle de prendre la parole en public, je reviens à l'introduction. En fait, vous passez un entretien d'embauche, vous prenez la parole en public. La question, c'est
Si vous êtes stressé par la prise de parole en public, vous, public du Café Synapse, à partir de combien de personnes ça vous fait peur? Vous pouvez dire, ah ben, prendre la parole en public, c'est 200 personnes. Oui, mais est-ce que le trac que l'on ressent au début d'un entretien d'embauche, avant que ça démarre, hein, parce que souvent, quand ça démarre, après, pof, on oublie et puis on passe à autre chose, c'est pas la même chose, c'est pas une prise de parole en public. Il y avait un commentaire tout à l'heure, on est toujours jugé quand on prend la parole en public. Ben oui, mais quelque part, vous allez voir une personne que ouais, tout le temps évaluée devant le public. Vous passez un entretien d'embauche, vous êtes évalué. Vous faites un entretien annuel avec votre patron, vous êtes évalué. Vous, l'exemple de Laure, c'était quoi? Tu prends la parole au mariage de ta sœur, c'est ça? Oui, bah ouais. Au mariage de ta sœur, effectivement, sur un entretien d'embauche, mais même au-delà de ça, je pense aux collégiens, aux lycéens, quand ils sont dans leur groupe d'enfants. C'est-à-dire que là, on parle d'occupation de la scène, mais ça fait un pont vers sa propre existence dans la vie et comment on est en relation avec les autres et comment le fait de gagner en éloquence et en facilité de parole permet de s'insérer plus facilement socialement et dans la vie professionnelle. Il y a effectivement, à un moment donné, on a tous un temps où on doit s'exprimer devant quelqu'un d'autre. Et ça peut être effectivement 2, 3, 5, 10, 20, parfois une personne. Et effectivement, oui, au cabinet, j'ai des gens qui viennent parfois et qui me disent bah, je viens vous voir parce que moi, dès que j'ai plus de 2 personnes en face de moi, que ce soit au boulot, dans un café avec des amis ou en famille, je suis recroquevillée dans ma coquille et ça devient souffrant. Et de la même manière, je ne sais pas ce que vous en pensez également, mais quand on dit que le public nous juge, on a tendance aussi à juger le public. La personne qui est face à nous, si on a l'impression qu'elle ne nous comprend pas, nous aussi, on a une position dans laquelle on dit « Oh, il ne comprend pas ce que je fais, donc il est limité ou autre ». Ou de la même manière, on pourrait estimer qu'on est jugé de la même partie par celui qui nous regarde. C'est bilatéral. C'est super ce que tu viens de dire parce que ça me fait ma transition. En fait, oui. j'avais un outil que je voulais vous montrer. C'est une matrice qu'on utilise en analyse transactionnelle. C'est la matrice OK. En fait, est-ce que si je prends la parole en public, est-ce que je suis OK avec moi? Est-ce que je suis OK avec les autres? Très souvent, les gens vont parler d'un manque de confiance en soi. Ah, j'ai pas confiance en moi. Mais en fait, très souvent aussi, les gens n'ont pas confiance en leur public. Donc, comment moi je m'évalue? Est-ce que je suis OK avec moi-même? Est-ce que je suis pas OK avec moi-même? Alors, les gens me disent, c'est un petit peu global ta notion OK, pas OK. Ben oui, ben c'est exprès. Est-ce que vous y mettez ce que vous voulez? Est-ce que vous trouvez que vous êtes quelqu'un de plutôt chouette, performant, pertinent? Quelle image vous avez de vous-même au global? Ça, c'est le concept avec moi ou avec soi. Et après, il y a avec les autres. Est-ce que, d'une manière générale, je trouve les autres OK ou d'une manière générale, je les trouve pas OK? Si, avant de prendre la parole en public, vous avez une image en tête et vous voyez tous les gens devant vous, imaginez, faites-le maintenant, imaginez une dizaine de personnes qui vous regardent avec l'air pas content, méchant, les dents un peu pointues. Vous voyez ce regard un peu. Imaginez tout un public comme ça. Bah là, c'est pas que vous n'êtes pas OK avec vous-même, c'est que vous n'êtes pas OK avec votre public. Donc, avant de rentrer sur scène, avant de faire une prestation, avant de faire un entretien, moi, je fais un double travail. D'abord, le premier travail, je me mets OK avec moi-même. C'est-à-dire que je vais me dire, bon, ben, je vais vendre ce que j'ai de mieux, moi, c'est dans l'état que c'est, mais moi, je trouve ça globalement chouette. Et je me mets dans cet état-là. Si je suis pas dans cet état-là, je continue tant que je suis pas dans cet état-là. Ne vous mettez pas en public, en scène, si vous vous trouvez pas globalement chouette. Et ensuite, je fais la deuxième partie du travail. Et c'est une deuxième moitié. C'est-à-dire, je veux dire, bon, les gens qui sont là, ils sont globalement chouettes aussi.
S'ils font la gueule, c'est qu'ils ont des problèmes. Chacun fait au mieux avec ce qu'il a. Hein, donc, quelque part, je me dis, ils sont globalement chouettes aussi. Quand je commence un cours, quand je commence une conférence, quand je commence une formation ou une conférence devant un public que je connais pas, je me dis, bah, allez, on va faire un pari sur l'avenir. Ce public est chouette. Ça se passe beaucoup mieux hein, depuis. Beaucoup mieux. Oui, ouais, juste je rebondis sur ce que tu dis. Effectivement, les critères qui font qu'on se sent OK soi-même ou qu'on trouve le public OK, effectivement, c'est fondamental. Donc, c'est comment se dire, est-ce que j'ai confiance en mon discours? Est-ce que je suis suffisamment documentée? Est-ce que j'ai le bon costume par rapport au contexte dans lequel je vais devoir parler? Et effectivement, et le public en lui-même, est-ce qu'il est bienveillant, malveillant? Et si on commence à mal évaluer tout ça, bah, ça crée des émotions très limitantes et qui vont empêcher la parole. C'est pour ça qu'il y a quelques salles dans certains types de théâtre, je pense notamment à tout ce qui est justement cabaret, où il y a des chauffeurs en fait de salles. C'est-à-dire qu'avant que l'acteur monte sur scène, il y a un mec qui va au charbon et qui challenge un peu le public pour le préparer en fait, si bien que quand le performeur arrive, bah, le public il est déjà prêt. Et toi, t'entends. Le dur exercice de la première partie. Bah ouais, tout à fait. Et toi, tu as quelqu'un qui vient de chauffer tes salles, Joël? Non, je viens avec un costume, je fais le tour des tables avant et je tape dans les mains. Et puis, non, mais après, encore une fois, tu vois, ce que tu dis, c'est pour moi, en close-up, c'est ce qu'on appelle casser la bulle. On arrive dans une situation où les gens ne sont pas OK à la base pour recevoir ce que tu leur présentes. Moi, j'arrive, par exemple, en condition, on va prendre un cas comme le restaurant. J'arrive avec ma personne comme ça qui se pointe et tu as deux personnes qui sont en tête à tête tranquillement en train de dîner. Et là, moi, qu'est-ce que je fais? J'arrive comme un cheveu sur la soupe à devoir leur présenter ou avoir envie de leur présenter quelque chose, alors qu'ils ne sont pas demandeurs à la base non plus. Donc, quelque part, si j'arrive pas à leur faire adhérer au fait de leur donner envie de me voir tout simplement, alors ce ne sera pas OK pour eux et donc ce ne sera pas OK pour moi. Donc, effectivement, le OK est important de préparer, d'amener le terrain. Et puis, je pense qu'après, encore une fois, on le sent. On sent quand il y a quelque chose qui est un peu tendancieux. Alors, à nous de jouer sur certains niveaux, certains levels, que ce soit personnel ou que ce soit pour faire adhérer les autres, pour faire en sorte que ça puisse casser, entre guillemets, le limitant et puis faire en sorte que tout se passe super bien. La première chose à faire, ça me fait penser, c'est quand on modélise les Grecs, hein, sous l'Antiquité, c'est ce qu'on appelle l'exorde, c'est la première partie du discours, c'est la première chose à faire, c'est capter le public et obtenir sa bienveillance en fait. Si tu n'as pas ça d'entrée, tu peux dire toutes les choses les plus pertinentes du monde, il n'y aura pas de circulation de l'information en fait. Alors là, on a un message de Marie qui dit connaître son sujet sur le bout des doigts. On est moins déstabilisé en cas d'agression. Alors c'est marrant parce que moi ça fait écho quand je fais une conférence sur la PNL, j'ai une sensation. Je sais que je connais mon sujet. Je sais que je le connais même bien. Et j'ai une sensation. Je vais sur scène. La sensation c'est de me vider. C'est-à-dire que je suis sur le bord. Je sais tout. Et au moment où je me mets devant les gens, j'ai la sensation de ne plus rien savoir, de plus me souvenir de rien, de même plus savoir ce que c'est qu'un ancrage. Enfin, et en fait, au début, ça me stressait vachement cette sensation. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que à chaque fois que j'ai eu cette sensation au maximum, ça m'a permis de faire des conférences beaucoup plus chouettes parce que ça m'a permis de faire, c'est plus m'occuper de mon public, c'est-à-dire moi, je suis là pour vous parler d'hypnose et PNL, mais d'abord, qui êtes-vous? Qui sommes-nous? Et surtout, mettre en place de la synchronisation. En thérapie, on apprend à mettre en place la synchronisation, et le premier travail qu'on a à faire en public, c'est de mettre en place la synchro. Après, synchroniser avec 25, 30, 200 personnes, c'est pas la même chose. Vous avez des trucs pour ça quand il y a du monde? Bah oui, on a des petits trucs. C'est ce qu'on sait.
je voudrais juste revenir là-dessus parce que après, pour moi, c'est un peu différent. Je pars dans l'idée après que c'est vrai que plus tu maîtrises ce que tu fais, plus tu ouvres les possibilités diverses, moins tu peux, entre guillemets, te faire un peu court-circuiter. Je sais pas si là, tu passes un entretien d'embauche, mais tu connais qui tu es, tu sais ce que tu veux, tu sais vers quoi tu vas. Après, effectivement, il peut y avoir des questions qui vont te laisser un peu bouche bée ou qui vont te permettre de chercher et de réfléchir à ce que tu pourrais répondre. Mais si ton sujet, si ton métier, si tout ce que tu fais, tu le maîtrises, alors je pense qu'effectivement, même si tu peux être agressé, pour répondre à Marie, je crois, j'ai quand même moins de chances de me piquer. Et c'est aussi ce qui passe en formation quand on a les stagiaires qui nous disent oui, mais Joël, quand je ferai ma première séance, alors que la première séance, ils l'ont déjà faite bien avant, depuis le début de la formation. Mais c'est qu'en ayant la croyance que comme ils ne connaissent pas forcément bien encore le protocole ou le sujet, alors se retrouvent limités à se dire ouh là là, mais si je le fais pas bien, etc. Et je pense qu'effectivement, en connaissant ton sujet, il y a quand même moins de chances d'être un peu plus ouvert et un peu plus libre à tout ce qui peut venir de parasitant. Ouais. Après si tu appliques le OK, t'es pas parasité par ce que dit l'autre, tu le prends. Tu penses ça vraiment, je t'écoute quelque part. Ouais. Laure, pardon. Et ça nécessite, mais tu vois, ça fait un pont aussi vers le travail qu'on peut faire en praticien et comment chacun aussi a son travail personnel à faire. C'est-à-dire que dans le OK, ça sous-entend que, OK, tu as tes compétences. Et pour autant, si tu n'as pas, toi, fait un travail individuel, c'est un peu ce que tu disais, Joël, qu'est-ce qui fait que moi, j'ai le droit de m'exprimer? Qu'est-ce qui fait que moi, je suis légitime? Est-ce que j'ai pas dans mon enfance un souvenir que quand j'étais en maternelle, le jour où j'ai voulu demander à la maîtresse, j'ai été humiliée moi, j'ai une cliente dont c'est le cas, qui a été humiliée lorsqu'elle avait 4-5 ans. Et depuis, pour elle, alors qu'elle connaît parfaitement son sujet, qu'elle est extrêmement brillante dans son entreprise, à chaque fois qu'elle doit faire la restitution de ses objectifs, elle perd tous ses moyens. Donc, il y a vraiment plusieurs axes, en fait. Il y a des gens, parfois, qui seront peut-être moins précis sur leurs compétences, mais comme à cet endroit-là, puis ils ont une personnalité un peu exhibitionniste, ils s'en foutent, ils y vont, puis on verra bien. À chacun de faire son point avec ses propres limites, en fait. Donc, qu'est-ce qui fait que il est possible ou pas parler au mariage de sa cousine, quoi. Je sais qu'on a pas mal de gens qui pratiquent l'hypnose, qui nous écoutent aujourd'hui, et je pense que une induction hypnotique, c'est un exercice d'improvisation. Et il y a pas mal de gens qui sont en difficulté devant l'improvisation. C'est-à-dire, qu'est-ce que je vais lui dire? Alors, ils préparent leurs inductions, ils préparent leurs séances. Et moi, je pense que c'est bien de vous préparer. Préparez-vous, mais ne préparez pas vos séances. Préparez le thérapeute. Préparez le thérapeute à être réactif, mais ne préparez pas vos séances parce que vous ne savez pas encore quel client vous allez avoir. On ne sait pas encore quel public on va avoir. Je crois que c'est Sacha Guitry qui de temps en temps sortait de scène en disant le public n'était pas très bon aujourd'hui. Et en fait, c'est pas le public qui est pas bon. Je crois que c'est nous qui avons encore à apprendre en termes de réactivité. C'est pas qu'on n'est pas bon, hein, surtout pas. On est bon, mais on peut s'améliorer. Souvent, on parle de rencontres. Qu'est-ce que vous pensez Pardon, excuse-moi Laure. Je voulais enchaîner sur un sujet. C'est est-ce que vous avez un personnage? C'est-à-dire que le Joël qui est sur scène, est-ce que c'est le même que le Joël de la vie? La Laure qui est sur scène, est-ce que c'est la même que la Laure de la vie, de tous les jours? Est-ce que vous avez un personnage que vous créez? Quelle sensation vous avez relativement à ça? Vas-y, D'accord. Alors, j'avais une autre question. Oui, j'en ai des personnages. Puis après, ça dépend de ce que je fais. Est-ce que je suis la formatrice? Est-ce que je suis celle qui va faire du one? Est-ce que je suis celle qui va faire du cabaret? Et en même temps, il y a de la porosité, c'est-à-dire que
parfois les gens qui me voient sur scène, ils me disent c'est marrant, c'est exactement comme quand je te vois dans la vie, c'est la même, quand tu as une formation, tu parles. Et puis il y en a d'autres qui pas du tout. Donc est-ce que ça voudrait dire que dans la vie, il y a plusieurs masques? Peut-être. Et lequel j'utilise quand je suis sur scène. Et effectivement, après, comme parfois j'ai des personnages, de fait, c'est le personnage qui monte. Et à ce moment-là, moi, je deviens l'observatrice du personnage. Ce qui est un moment qui est hyper agréable parce que tu as les émotions, tu vis les trucs, et en même temps, tu es spectateur de ça. Donc, est-ce que c'est pas ce qu'on appelle en hypnose la dissociation alors? C'est un peu ce qu'on appelle. Tu commences à être un peu spectateur de toi-même. Ouais. Une dissociation, mais de quelqu'un d'autre. C'est toi dissocié de ton masque. Et toi, Joël, ça t'est déjà arrivé de rentrer dans un spectacle, d'en sortir et d'avoir l'impression d'avoir été quelqu'un d'autre pendant tout ce temps? Alors, pendant longtemps, on en parlait, hein, j'ai cru que mettre mon costume 3 pièces et ma cravate me faisait rentrer dans un personnage de magicien, me faisait être Joël le magicien. Après, je me suis quand même aperçu avec le temps que c'est pas cet ancrage qui faisait que je devenais magicien. Alors, pour répondre à la question plus précisément, moi, je n'ai jamais vu le moment où je passais du Joël à Joël le magicien, mais il m'a été quand même remarqué qu'il y a une transition à un moment. Il y a le Joël qui est là en train de faire son blabla, entre guillemets, et à un moment, il y a un personnage qui se met en route, comme un bulldozer qui est en train de partir, et après, c'est du show, du show. J'ai la croyance quand même que j'ai ce personnage un petit peu à l'intérieur de moi quand même. Je suis quelqu'un assez ouvert, assez fun, assez rentre-dedans, etc. Mais j'ai quand même cette sensation qu'à un moment, il y a quelque chose qui déclic et qui fait que là, je rentre dans un personnage autre et vraiment dans ce personnage-là. Et je l'ai remarqué également en formation où je pense commencer d'une certaine manière et finalement, à un moment, je reviens sur moi, en tant qu'entité Joël, en tant que personne Joël, et j'ai l'impression d'avoir un autre personnage dans ce cadre-là. Alors, je pense, oui, qu'on a plusieurs facettes. On a une facette chez nous, on a une facette avec des amis, on a une facette au travail, on a une facette dans plein de domaines. Et après, juste à nous de savoir quel est l'avantage, qu'est-ce qu'on va chercher dans chacune des facettes, et qu'est-ce qui fait qu'elle se met en place et quelles ressources on dispose au moment où on les a. Et vous qui écoutez cette conférence-là, ce show, ce live, pardon, est-ce que vous avez des moments où vous entrez dans un nouveau personnage? Par exemple, pour ceux qui sont thérapeutes, est-ce que vous avez des moments où vous avez votre vie? Et est-ce que vous avez des ancrages qui vous permettent de rentrer dans votre... Alors souvent, le cabinet, c'est déjà un ancrage dans la pratique. Mais il y a des ancrages de type chaise. J'ai des stagiaires qui me disent moi j'ai toujours la même chaise. Voilà, c'est la chaise du thérapeute. Le client ne peut pas s'asseoir sur cette chaise, c'est pas possible. Il y a des ancrages. Est-ce que vous avez des choses à partager sur le chat? Il y a le costume aussi beaucoup. Hein. Ouais. Peut-être quelqu'un qui. Est-ce que vous êtes habillé pareil dans la vie de tous les jours que quand vous recevez vos clients ou peut-être accessoires aussi. Costume, accessoires, écharpe. Écharpe autour du cou, les vestes, les chemises blanches. Michel Jacot, dans une soirée déguisée, les gens se lâchent plus vite. Et oui, quelque part. En fait, je crois qu'il y a une question. Tout à l'heure, cette réflexion sur le fait d'être jugé, on est jugé. Mais est-ce qu'on est vraiment soi? Est-ce qu'on est vraiment soi quand on est sur scène? Est-ce qu'on n'a pas l'avantage de l'infirmière, la blouse, médecine, blouse blanche? Oui, mais ça c'est quelque chose d'identitaire. Oui, puis c'est l'importance du costume, de l'uniforme. Donc il y a cette question qui dit les masques. Donc, est-ce que vous avez le souci de l'authenticité quand vous êtes dans une prestation de présentation en public? Ah non, c'est par là. Ah non, c'est un peu qu'à toi de répondre. Alors, alors, moi, oui. Alors, parfois,
il peut m'arriver d'être un petit peu à côté, peut-être parce que parfois, j'ai pas encore assez bien réglé mon potard du trac ou de la peur, parce que j'ai encore des petites choses à matcher avec moi-même, qui fait que justement, la question de l'authenticité. Alors, est-ce que c'est être authentique ou est-ce que c'est être vraiment en présence réassociée, comme on disait tout à l'heure? Moi, je sais que je ne peux pas prendre parole si je ne suis pas complètement en confiance et complètement, effectivement, dans mon système de valeurs, de représentation. Ce qui me facilite la vie, c'est souvent ce que je dis. C'est des choses que j'échange avec les personnes que j'accompagne qui ont des problèmes de prise de parole. C'est en quoi s'appuyer sur le message et en quoi l'importance de votre message vous emmène et amène cette conviction. Et à ce moment-là, ça va même au-delà de soi. Et l'authenticité, elle vient, à mon sens, à cet endroit aussi où le message qui est porté, il est tellement important et il est tellement aligné avec la personne qui livre ce message que du coup, effectivement, on est nous-mêmes. Mais même si on est déguisé. Mais un déguisement, c'est quand même toi qui l'avons choisi. Enfin, on l'a quand même choisi, son costume. Donc, le masque et le costume, tu l'as choisi. Donc, pour moi, ça reste un peu toi, même si c'est quelqu'un d'autre. Donc, un message pour Michel, même s'il a été vu en lapin, c'était toujours Michel. C'est ça? Et c'était toujours Michel sous le lapin. Joël, est-ce que ça t'arrive d'avoir des distorsions du temps? C'est-à-dire de faire un spectacle et de rentrer, de sortir et d'avoir l'impression que c'est passé à toute vitesse. Oui, et l'inverse aussi. En fait, il arrive très souvent que, effectivement, oui, non, mais il y a des fois où tu te dis, bon, voilà, tout dépend de la situation. On va parler aussi de l'état alimentaire, d'aller faire quelque chose alors que tu n'as pas vraiment envie. Donc, comme tu disais, c'est pas forcément être OK avec moi-même. Alors, du coup, il va falloir que je trouve une motivation qui va faire que je vais le faire. Je le ferai, mais c'est vrai que le problème, c'est que le temps va passer vraiment très lentement. Je vais avoir l'impression que ça passe vraiment très l'éternité. Alors que effectivement, quand vraiment je suis dans mon élément et que je suis à fond dans ce que je fais, alors j'ai l'impression que le temps passe à une vitesse juste à fond. Il y a juste un cas où je suis très content que le temps passe vite et s'arrête vite, c'est sur les spectacles pour enfants que je faisais à l'époque, parce que franchement, avec les enfants, waouh, c'est une énergie démentielle et j'avoue que quand le temps est terminé, ça fait du bien de souffler. Il y a l'énergie, puis il y a le retour public direct, sans filtre. Donc, ouais, donc après, c'est direct. La distorsion du temps, oui, ça se fait. Ça se fait. Je pense que quand tu es bien dans ton élément, quand tu es, à la fois toi en donnant beaucoup et en recevant également beaucoup de l'autre côté, je pense que le temps varie de la même manière qu'un entretien qui se passe super bien. Tu peux avoir le trac au début et quand tu vois que la chose se met en place, que l'alliance se met bien en place, que la synchro est correcte et même bien, je pense que la fin de ton entretien, tu dis waouh, ah oui, déjà 1 heure, j'ai été ravi, etc., etc. J'ai l'impression que quand tu es vraiment comme un poisson dans l'eau, alors le temps n'a plus lieu et se raccourcit rapidement. Est-ce qu'on peut dire donc, moi je le dis, je l'affirme, que la transe est dans l'exercice de la prise de parole en public, quelque part. D'une certaine manière, on est devant du public. Pour être dans une forme d'excellence, il va falloir qu'on se mette dans une forme de transe. Alors, pas trop non plus, pour contrôler un peu ce qui se passe. Maintenant, moi, c'est la sensation que j'ai. Une conférence de 2 heures, elle dure systématiquement, dans ma tête, elle dure 10 minutes. Et un jour, je me souviens d'une conférence où Philippe m'a dit tu pourrais me dire ce que tu as dit hier soir parce qu'on a eu des retours plutôt positifs. Alors, c'est chouette. Quand Philippe Vernois vous dit on a eu des retours, mince, il y a eu des retours négatifs. Non, plutôt positifs. Ah, super. Non, je peux pas te dire. Je peux pas te dire, je me souviens plus. Je me souviens de rien. Je me souviens pas de ce que j'ai dit dans la soirée. Donc, si ça se trouve, j'ai pas parlé d'hypnose et pas de PNL. Je sais pas, personne ne sait. Donc, la transe, c'est le meilleur ami et le pire ennemi de la personne qui fait un show. Le meilleur ami parce que justement on sera dans un état d'excellence. Le pire ennemi, c'est parce qu'on risque
de perdre le fil de ce qu'on fait, non? Bah, en fait, ça me fait penser à justement quand on forme des praticiens en hypnose, être en transe, oui, mais euh, de manière à rester en contact et en conscience externe. C'est-à-dire que si tu vas prendre parole et que tu te mets en transe et que tu es que dans ton délire à toi, bah, à un moment donné, tu vas passer à côté de l'échange parce que prendre la parole, c'est avant tout créer de la relation, en fait, c'est de la communication. Et parfois, il y a des praticiens, quand ils commencent, ils se mettent un peu plus en transe parfois que leur sujet. On dit, ah non, tu reviens ici maintenant et tu restes. C'est normal quand on commence. Mais c'est toujours ce truc de se dire, bon, comment je reste en présence, je me prépare moi-même, quel est le bon état interne pour moi-même. Et ensuite, comment cet état interne, je le mets en relation avec l'autre, en conscience externe pour que ça circule. En fait. Il y a un message émettre le public en transe aussi, mais tout à fait. Je pense que un des spectacles, les gens qui font du one-man show et qui visent le rire, ils vivent la transe, ils visent la transe. Le rire, c'est une forme de transe. On ne peut pas se forcer à rire. Qu'est-ce qui va faire que ça va, la mayonnaise va prendre et c'est quelque part, il y a quelque chose de subtil dans cette relation avec l'interlocuteur. Faites-moi rire. C'est ce qu'il y a de pire. Ah, puis c'est comme pour tout. Puis en matière d'humour, bah, comme dans plein de choses, c'est vraiment, on a tous des humours différents. Et c'est vrai, quand on monte sur scène et qu'on fait de l'humour, il faut déjà avant tout être prêt à se prendre des fours. Hein. C'est-à-dire, c'est vraiment un apprentissage du feedback. Hein, et je sais pas pour toi, Joël, en magie, mais je repense à tout à l'heure ce que tu disais quand tu viens en close-up à une table d'un jeune couple qui est venu, je sais pas, pour vivre un moment intime et que tu dois entrer dans la bulle et créer la relation et faire en sorte que c'est sympa. Bah, c'est pareil, il faut être prêt parfois à dire bah non là merci, mais d'abord je lui offre sa bague de fiançailles et puis après tu reviens ou je sais pas, mais Non, mais complètement. Bah après, casser une bulle, c'est important, mais se prendre des fours, pour répondre, pour répéter tes mots, oui, oui, c'est déjà arrivé. Mais comme de la même manière, pour revenir à la transe, je pense que peut-être qu'effectivement, nous sommes aussi en transe, mais j'ai vu aussi un message, la transe est collective. Alors après, moi, j'ai aussi une particularité par rapport peut-être au fait de la magie, où déjà, quand on parle de magie, on est déjà dans un autre état d'esprit. Donc du coup, on est déjà un peu parti, on est dans la réflexion, on est en train de chercher à comprendre, on est en train d'utiliser plein de biais. Après, ouais, il y a des gens qui sortent les autres de transe. On a toujours celui de la table qui va vouloir faire celui qui sait tout, celui qui connaît tout et celui qui parle plus fort que tout le monde. Mais après, voilà, encore une fois, je trouve qu'effectivement, parler de trans, ouais, est-ce que je suis parfaitement conscient quand je fais? Je pense que je la maîtrise, mais encore une fois, ça se fait inconsciemment, ça se fait tout seul et je suis focus dans mon action. Et je pense que la transe, on la communique et on la vit aussi, on la partage avec les autres. Je fais un lien parce qu'on parle de trans, mais il y a une intervention qui parle de la pyramide de Diels. Alors peut-être que tout le monde ne la connaît pas là sur les gens qui nous suivent aujourd'hui, mais ça fait vraiment ce lien notamment entre le niveau de l'identité et soit la capacité, soit le comportement. Et effectivement, pour pouvoir notamment prendre parole en public, quel que soit le public, l'une des clés, c'est effectivement de ne pas confondre les deux niveaux et que en fonction, vous n'êtes pas ce que vous dites, vous n'êtes pas ce que vous faites. Ce qui veut dire que quoi que ce soit que vous disiez ou que vous mettiez en mouvement, c'est important de dire que vous êtes bien au-delà de tout ça. Donc très souvent, les personnes qui sont figées sur la prise de parole, c'est parce qu'elles sont avant tout inquiètes aussi du jugement, qu'il y ait une confusion, que si jamais il y a une erreur où elles sont mal regardées, mal vues, bah, tout d'un coup, c'est leur identité entière qui va être mal accompagnée. Et effectivement, la pyramide de Diels, bah, ça permet d'une part de remettre un petit peu à plat tout ça, puis ensuite de monter au niveau du sens et ce en quoi c'est important. Et encore une fois, quand on va au-delà de soi-même, bon, là, derrière, c'est facile. Hein. Enfin, il me semble, c'est plus facile. Mais c'est jamais une bêtise de poser cette question. Est-ce qu'on peut utiliser la pyramide de Diels sur quelque sujet que ce soit? En fait, vous prenez un sujet, je prends la parole en public, mon environnement, donc dans quel environnement je vais me mettre pour être dans de bonnes dispositions, mon comportement, très bien, et dans mon comportement, je vais le prendre au sens large. Dans mon comportement, il y a aussi
ma manière de ressentir mes émotions, même si mon comportement est différent de mes émotions, mais c'est quand même, les deux vont être liés. Donc, dans quel état je me mets émotionnel, mes capacités, à quoi je me suis entraîné, et c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, mes valeurs, mes croyances, et quelque part, mes valeurs, mes croyances, tout à l'heure, quand on a parlé d'authenticité, est-ce que je veux être authentique? Est-ce que je me fiche d'être authentique? C'est une certaine valeur, l'authenticité. Qu'est-ce que je pense à propos de moi? Est-ce que je suis OK avec moi? Est-ce que je suis OK avec le public? Ça, c'est mes croyances. Après, mon identité, bah là, on en a parlé depuis un moment. Hein. Quelle identité, quel personnage construisez-vous? Et pourquoi je fais cela au-delà de moi? C'est-à-dire que, est-ce que ce spectacle délivre un message? Et qu'on soit dans un one-man show, qu'on soit dans de la magie, on peut dire, ah oui, ben, la magie, c'est de l'entertainment, hein, c'est juste pour s'amuser un petit peu. Mais non, c'est une métaphore sur la vie, c'est une métaphore sur ce qu'on voit, c'est une métaphore sur ce qu'on ne voit pas. Et souvent, c'est sous nos yeux et on ne le voit pas. C'est ça qui est amusant dans la magie. Donc, quelque part, ça transmet un message au niveau le plus inconscient qui est formidable. Mais pour en revenir à tout ce qui est face publique, est-ce que, alors après c'est peut-être moi, est-ce qu'il n'y a pas quand même une forte confiance en fonction de la confiance? Est-ce que c'est pas à ce niveau-là aussi, la confiance en soi, le travail sur soi-même, qui va avoir plus le boost ou pas? Est-ce que si je me sens, effectivement, c'est toujours OK avec moi-même, hein, mais si jamais j'ai pas, je pense manquer de confiance, est-ce qu'il n'y a pas des petites astuces qu'on pourrait trouver pour développer un petit peu? Est-ce que c'est pas un manque de confiance qui fait que je ne fais pas quelque chose ou que j'ai peur? Parce que là, on n'est pas sur le truc qui est motivant. Pour répondre à ça, je pense qu'on peut partir sur le sujet de la modélisation. En fait, si une des manières de construire de la confiance en moi, c'est de modéliser quelqu'un qui a confiance en lui. C'est-à-dire que, après tout, tout peut être enseigné à partir du moment où c'est découpé en parties suffisamment petites, n'est-ce pas? Donc, tout à fait. On prend quelqu'un qui a une forte confiance en lui et on se pose la question, comment est-ce qu'il fait? Et est-ce que vous avez envie de proposer ça à nos auditeurs, un petit générateur de nouveaux comportements? Allez. Alors, tu te sens? Allez. Ah, je me lance? Ah, bah oui, ok. T'as envie? Ah, bah ouais, ok. Je veux bien le faire. Alors, effectivement, peut-être que vous observez que c'est un manque de confiance, ou vous avez envie d'avoir plus de confiance, ou peut-être que c'est une envie de savoir comment occuper l'espace, comment vous placez votre corps, je ne sais pas. En tout cas, ce qui serait intéressant, c'est que vous puissiez choisir maintenant pour vous-même un exemple, un modèle de quelqu'un que vous connaissez et qui prend la parole d'une manière qui vous convient, qui parle avec éloquence, avec peut-être assertivité, en tout cas qui sait se faire entendre tel que vous voudriez pouvoir le faire et puis vous exprimer de cette manière-là. Ce sera votre modèle. Et puis, alors que vous continuez à le choisir, à l'identifier, peut-être même vous en avez plusieurs, je ne sais pas, qui pourraient faire comme une forme de chimère, vous pourriez avoir envie de le voir comme ça évoluer dans son exercice de prise de parole, comme s'il était sur un écran. Comme si vous le voyez à la télévision, pourquoi pas, ou sur une vidéo Internet. Et prenez le temps vraiment d'entendre comment il parle, comment est son rythme, comment il bouge dans l'espace. Et puis ce modèle, peut-être que vous le connaissez physiquement, peut-être que vous ne le connaissez pas, peut-être que c'est quelqu'un qui est mort, peut-être que c'est un personnage de film. Mais ce modèle, vous pouvez percevoir qu'il a lui-même un système de valeurs et de croyances sur lui-même. Comment il pense le monde? Qu'est-ce qui fait que lui, lorsqu'il parle, il parle de cette manière-là? Et c'est comme si vous pouviez identifier un petit peu différentes aspérités de sa vie, de son être, de sa manière de mouvoir, et observer vraiment tout ce que vous avez à apprendre de ce modèle. Dans quel contexte? Peut-être même, vous pourriez le voir dans plusieurs contextes différents.
Tout à l'heure, je voyais des personnes qui disaient « moi j'ai des difficultés lorsque je suis face à la caméra ». D'autres disaient plus lorsqu'ils doivent s'exprimer directement. Et pourquoi pas, vous pourriez voir ce modèle dans diverses situations différentes sur cet écran, ou l'entendre parler un petit peu plus loin, ce qu'on appelle de manière dissociée. Et puis, alors que tout est très très limpide, tout est harmonieux, alors que vous ressentez ce qui se passe comme ça, en observant ce modèle, vous pourriez avoir envie de peut-être redessiner légèrement ses contours, retailler un petit peu ce costume pour qu'en fait, il soit plus adéquat pour vous-même. Parce que ce modèle merveilleux tel qu'il est, avec sa corporalité, avec son histoire, avec sa famille, avec son éducation, avec son expérience. Et vous, vous êtes autre. De cette manière-là, il est important pour vous de observer sur ce dessin dissocié comment vous pourriez le redessiner pour pouvoir très bientôt, peut-être même vous avez commencé, à entrer dans cette image, comme si vous pouviez fusionner avec ce modèle. Dans son corps, dans son regard, vous entrez à l'intérieur de lui et vous continuez à bouger, à parler, à penser même comme si vous étiez ce modèle. Et alors que vous associez complètement et que vous prenez le mouvement de ses capacités, le mouvement de ses valeurs, là, de cette conscience identitaire et en quoi c'est important, eh ben, il est de plus en plus facile de vous voir vous-même et de vous ressentir dans cette situation et de parler à la place de ce modèle, comme si vous étiez ce modèle. Et alors que ça vous permet de vous vivre dans cette situation et de simplement prendre la parole facilement, de simplement être sur scène facilement, de simplement être face à la caméra facilement, ou votre employeur, je ne sais pas, eh bien, vous vous rendez compte que c'est de plus en plus vous-même complètement. Complètement. Et vous êtes en train d'intégrer dans l'ensemble de vos niveaux, que ce soit dans votre corps, dans votre esprit, dans votre cerveau, dans votre pensée, dans votre philosophie, l'ensemble de ces compétences. Et simplement, continuer à vous faire le feedback de qu'est-ce que ça vous fait d'être là et de pouvoir vous exprimer de cette manière-là aussi facilement et d'être entendu de cette manière-là. Peut-être vous avez dès maintenant une image, un son, une sensation suffisamment forte que vous pourriez choisir comme ça, attraper, pour pouvoir la convoquer à chaque fois que vous en avez besoin alors que vous êtes ce modèle, comme si ce modèle réadapté pour vous. Vous êtes vraiment en train d'intégrer et d'enregistrer ces compétences simplement en ayant modélisé l'autre. Alors, je ne sais pas qui vous avez choisi et il est possible que vous puissiez ensuite continuer à généraliser cela et à chaque fois que vous en aurez besoin, il vous suffira simplement de choisir le modèle qui est adapté à la situation pour pouvoir refaire cet exercice-là. L'observer dissocié, entrer à l'intérieur, vivre, adapter pour vous-même et ensuite simplement acquérir la compétence. Voilà. Super, merci Laure. Moi j'étais avec Barack Obama. Ah ouais, chouette. Ah oui. Alors, avant de t'envoler, et c'est important ça, le modèle, c'est chouette, mais avant de t'envoler et sauter comme si tu étais Superman, assure-toi que tu as bien retaillé le costume, parce que je suis curieuse de savoir si vraiment tu voles. Ah. Oui, c'est important. On est en train d'arriver à la fin. Pardon, on est en train d'arriver un petit peu à la fin de notre temps de parole et il faut absolument qu'on parle du concours. En fait, ouais. on a remarqué que vous êtes quand même quelques-uns à être très assidus à ce rendez-vous et on a envie de vous proposer quelque chose. On a envie de vous proposer un petit concours. Vous allez vous filmer et faire un feedback sur les cafés Psynops. Voilà. Donc, vous faites le meilleur feedback possible, bien sûr, mais vous allez vous mettre en scène dans ce feedback. Et donc, c'est un feedback qui va durer entre 20 et 30 secondes. Et ce qu'on a envie de vous demander, c'est de pas viser l'authenticité,
de jouer un personnage, d'aller chercher un personnage. Et c'est un concours. Donc, vous allez avoir une adresse mail qui va apparaître là, j'espère. Voilà. Merci Loïc. café@synapse.fr. D'ailleurs, on en Loïc, la profite régie. pour remercier Loïc qui a créé cette adresse-là en quelques minutes. En live aussi, ouais, bien joué Loïc. Donc, vous envoyez par WeTransfer votre vidéo à café@synapse.fr. Et alors, c'est un concours, on ne sait pas ce qui a gagné. On va voir avec Philippe et Virginie Vernois ce qu'on peut vous faire gagner sur ce concours. Mais déjà, vous aurez oui, Cathy Delbecq, oui, filmé, oui. Parce qu'il y a non, oui, pas filmé. Oui, filmé. C'est face Cathy, publique. fais ce qui fonctionne. On a confiance en toi, on sait que tu vas être au top et créative. Donc, vous nous envoyez une vidéo, ça doit faire entre 20 et 30 secondes. Et vous êtes certain déjà de gagner notre considération éternelle. Ça c'est acquis. Ouais. Et on va voir ce qu'on est capable de négocier en plus de ça. Voilà. Ah oui. Alors, donc, si on refait, pour faire votre vidéo, ça veut dire que vous êtes bien OK avec vous. Réfléchissez à ce dont vous avez besoin pour être OK avec vous. Vous êtes OK avec nous? Nous, on est OK avec vous. Nous, on est OK avec vous déjà. Et on a hâte et on se réjouit à l'idée de vous voir. Alors, vous avez donc créé votre personnage et votre masque? Ouais. Et puis, moi, ce que je propose aussi, c'est Superman, pensez à vous échauffer. Communiquer, ça engage le corps. Corps et esprit font partie d'une même cybernétique. On y revient. C'est très important, moi, je trouve, de votre corps. Échauffez-vous. Est-ce que tout le cou est engagé? Est-ce que la voix est échauffée? L'idée, c'est que ça porte. Donc, mais avant de monter sur scène, même en formation, j'ai toujours un petit temps, je vais me cacher là, et puis je fais mes petits exercices pour que tout le corps il soit engagé. Et il y a 2 personnes que je connais, dont Anthony Robbins, qui font du trampoline régulièrement avant de prendre la parole. Ouais, et en plus, ça fait les abdominaux. Et ça, 2 en 1. Vous avez trouvé qui est la deuxième. Alors, on arrive à la fin de ce Café Synapse. Donc, merci beaucoup, Laure. Merci beaucoup, Joël, de votre participation. Moi, j'aimerais bien que Loïc Létang se mette. Loïc Létang. Voilà. Donc, on a un régisseur, c'est Loïc Létang. Voilà, bravo le régisseur. Yes, big up, Loïc. C'est lui. Ça, c'est la partie cachée de l'iceberg. Et vous avez rendez-vous à 17h aujourd'hui pour le Tea Time à l'hyper hypnotique paradoxe. Alors, qu'est-ce que l'hyper hypnotique paradoxe? C'est un voyage hypnotique en 2200. Voilà, pour vous répondre aux questions que vous vous poseriez. Voilà, je ne dis pas plus, donc ça c'est pour tout à l'heure. Dimanche, nous avons une journée spéciale speed hypnose. Donc, ce sera dimanche. Vous aurez plus d'informations là-dessus. Voilà, le programme. Donc, jeudi, prenez votre Power Shot. Vendredi 17, parole d'expert sur les mentors. Et on va reparler de confiance en soi. Samedi 18, parlons des fantasmes. Je crois que tu as quelque chose à voir là-dedans, Laure, si je ne me trompe pas. Tout à fait. Et donc dimanche, journée speed hypnose, ludique. Lundi, auto-hypnose. Voilà. Donc dimanche, ça commencera à 10h. Voilà. Oui. Alors, juste je réagis. Oui, effectivement, l'émission sur les fantasmes a été déplacée à samedi. Absolument. C'est donc le samedi, nous serons le 18. Oui. Et pour répondre aux autres questions, donc l'adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer vos vidéos, donc vous choisissez le format le plus léger, le plus simple, pour qu'on puisse les récupérer facilement sur cette adresse. Si c'est 20 secondes, ça ne devrait pas être trop lourd.
Et alors, le pour quand, parce qu'effectivement, il y a les questions de pour quand. Ah, bien. Comme nous avons à les regarder et pour pouvoir partager avec vous et éventuellement nous faire des feedbacks, eh ben, ce serait intéressant de se dire que, je ne sais pas, qu'est-ce que vous en pensez, les garçons, d'ici 8 jours? Oh, d'ici dimanche, ça suffit. Non, non, ils ont fait un D'ici exercice. dimanche. Ah oui, flux tendu. Et oui, flux tendu. Non, non, mais faites-la cet après-midi même. Faites-la maintenant. Ah, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Et C'est comme les adresses mail. Nous, maintenant, il est temps de vous dire au revoir. Donc, synapsez-vous. 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 Merci à tous. Salut. À bientôt.